Bonjour à vous. Ce webinaire qu'on pourrait appeler « Quand le monde aime l'évaluation à la folie ». J'ai reçu hier un livre que j'ai commandé sur un site de vente où les évaluations positives m'avaient donné envie de l'acheter. J'ai été prévenu de son dépôt dans ma boîte à lettres par un SMS qui me demande d'évaluer le travail du livreur, puis le service rendu par le site, enfin l'ouvrage lui-même que je n'avais pas encore lu, de 1 à 5 étoiles à chaque fois. J'ai vendu des objets sur un site de vente entre particuliers. J'ai reçu une évaluation flatteuse de mon acheteur qui me décrivait, sans m'avoir jamais rencontré, comme sympathique et digne de confiance. Je t'évalue, tu m'évalues, l'évaluation pour livrer, pour vendre, ici rien de cela, l'évaluation pour apprendre. Donc le dernier numéro, le dernier dossier des cahiers pédagogiques, le numéro 568, récemment sorti, l'évaluation pour apprendre. Bonjour, donc je m'appelle Jean-Charles Léon, je suis professeur de musique en poste en Seine-et-Marne et je suis membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques. Vous êtes plus de 120 inscrits, je n'ai pas vérifié ce matin, vous êtes nombreux, c'est extrêmement important pour nous et ça montre l'intérêt que vous portez à cette forme et ça nous encourage à continuer ainsi. Nous vous en remercions. Je vous rappelle de laisser les micros et les caméras éteints. Vous avez pu poser lors de l'inscription en ligne des questions. Évidemment, nous ne pourrons pas répondre à toutes ces questions et le sujet est riche, mais cela nous a donné des axes pour pouvoir organiser ce webinaire. Vous pouvez cependant réagir par le biais du chat qui est scruté attentivement par Yannick Mével et nous nous adapterons aux questions et aux interrogations du jour si elles diffèrent des axes que nous avons choisis. Je vous rappelle que vous pouvez acheter ce numéro sur le site des cahiers pédagogiques, cahiers au pluriel pédagogique au pluriel.com. Vous vous abonnez à la revue qui paraît 8 fois par an, adhérez pour soutenir une action pédagogique militante et une revue d'importance dans le paysage pédagogique français. Et d'ailleurs, je vous donnerai les liens, Yannick vous donnera les liens dans le chat. Pour finir cette introduction que je veux toujours plus courte mais qui est toujours un peu trop longue, ce webinaire sera certainement mis en ligne dans les 48 heures sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez donc revoir cette session ou solliciter les collègues qui voudraient bien s'informer sur le sujet. J'ajoute que malheureusement, une de nos coordinatrices, Isabelle Panier, est peut-être dans le chat, je n'en suis pas certain, mais en tout cas, elle est dans une région où elle ne peut pas se connecter correctement, elle aura donc beaucoup de mal à intervenir et je rajouterai une intervention de sa part sur notre chaîne YouTube. Alors nous accueillons avec un grand plaisir deux autrices du numéro 568, Maëlle Cahan, qui est psychopédagogue et réalisatrice d'un podcast Le fond de la classe, que je vous recommande chaudement, Sandrine Combler, qui est professeure des écoles à Nontron en Dordogne, ainsi que une coordinatrice, Sylvie Gros, peut-être Isabelle à travers le chat, Isabelle Panier. Merci toutes les 4 ou 5 à être ici avec nous ce soir. Le chat donc sera observé avec attention par Yannick Mével et une équipe, la petite équipe du webinaire des cahiers pédagogiques là, Andrea et Ben, qui vous enverront des liens au fur et à mesure de cette intervention. Sylvie, tu es coordinatrice de ce dossier. Le lecteur remarque tout de suite en l'ouvrant qu'un code graphique figure et il est constitué de 3 figures, donc un carré, un rond, un triangle avec des couleurs et qui renvoie à 3 conceptions de l'évaluation. C'est l'objet du premier article, un test auquel peut se livrer ce lecteur. Quelles sont donc ces 3 conceptions abordées dans ces pages en 3 minutes, ce qui est déjà une gageure, je pense. Merci. L'idée des codes, c'est venu simplement du coup que quand on est dans un établissement, il est souvent difficile de parler de nos pratiques d'évaluation parce que nous ne parlons pas tous de la même chose. Alors, nous avons pensé que pour le lectorat, ce serait sans doute pareil et qu'il était peut-être utile d'entrer dans le dossier par un petit test qui nous oblige à se poser la question tout simplement, mais quelle est ma conception de l'évaluation? Alors, on a proposé 3 profils qui ne doit enfermer, c'est juste histoire de poser un temps pour réfléchir sur soi-même et puis guider un peu la lecture, c'est-à-dire que les codages vont renvoyer à des articles et on repère comme ça un petit peu les problématiques qu'ils vont traiter.
Donc, le premier correspond à une conception normative, c'est-à-dire une conception de l'évaluation liée à une comparaison à une norme, qui peut être aussi bien un niveau, une attitude ou simplement un lien programme, le groupe classe ou simplement le niveau scolaire pour nos propres attentes. Donc, cette évaluation elle a pour objectif d'orienter, de sélectionner, que ce soit en fonction d'un besoin ou d'un talent. Et c'est souvent celle qui s'impose dans nos thèmes, malgré le fait qu'on vit tous cette évaluation en remarquant qu'elle peut engendrer du stress, qu'elle ne motive pas toujours les plus faibles, et puis qu'au final, elle est souvent relative, puisque la note n'est pas la même partout et elle n'est pas la même pour tout le monde. On a donc des articles qui questionnent cette difficulté, comment évaluer tout en soutenant, engageant à progresser. La seconde conception, c'est celle d'une évaluation avant tout formative et donc faisant partie du processus d'apprentissage pour que l'élève puisse savoir où il en est et apprendre de ses erreurs, et aussi pour que l'enseignant, de son côté, puisse organiser son enseignement, prévoir des aides, aménager des médiations. Donc l'objectif, là, c'est de réguler le processus d'enseignement-apprentissage. La question, elle est plutôt du côté du comment penser les feedbacks, à quel moment, comment corriger. La troisième conception, c'est celle d'une évaluation formatrice. Et là, l'évaluation est aussi considérée comme une étape de l'apprentissage, mais il s'agit d'amener l'élève peu à peu à prendre la responsabilité de cette évaluation pour qu'il apprenne à avoir un pouvoir de contrôle sur son activité. Elle vise l'autonomie et l'émancipation. Les articles qui traitent de ces questions abordent l'auto-évaluation, la réflexivité, mais aussi les outils qui permettent à l'élève de s'approprier les critères d'évaluation ou une posture de contrôle. Donc la difficulté pour les enseignants, souvent que ces différentes représentations, elles coexistent et on a du mal à savoir quelquefois laquelle est organisateur de notre activité, suivant le contexte, puis suivant l'environnement, les injonctions, etc. Donc voilà, donc ce petit code graphique, il identifie chaque profil, puis il peut orienter le lecteur soit vers des articles qui viennent en écho de ces représentants, ou au contraire, permettre de s'orienter vers un autre profil qui intéresse et vers lequel on voudrait tendre. Merci. C'est un dossier qui est organisé en 3 parties, qui peut-être Yannick, tu pourrais en parler. Yannick Mével est directeur de publication des cahiers. Yannick, en mettant ton Bonjour à micro. tous. Oui, j'ai mis mon micro là, ça va, Jean-Charles? Vas-y. Oui, alors c'était un petit challenge ce dossier parce que la proposition des coordos de faire différents parcours de lecture nous a beaucoup amusé, intéressé, et puis il a fallu l'adapter à la forme des cahiers. Du coup, il y a plusieurs parcours, plusieurs plans de ce dossier, celui que Sylvie vient de nous présenter, et puis un plan plus classique, celui dans lequel les articles sont disposés l'un après l'autre dans le dossier. Alors, le dossier commence par rentrer dans les classes, dans les écoles, dans les pratiques concrètes des écoles, des collèges, des lycées professionnels, je crois, et des universités. Je crois que le dossier couvre l'ensemble du spectre scolaire et même sort parfois un tout petit peu de ce spectre scolaire pour interroger l'évaluation dans d'autres domaines. Dans une deuxième partie, le dossier prend un petit peu, les auteurs prennent un petit peu de recul, ils réfléchissent à leur pratique d'évaluation, ils proposent les questionnements que les enseignants et les chercheurs se posent autour de ces questions d'évaluation. Et puis dans un troisième temps, troisième partie du dossier, une série d'articles essaie de prendre encore un tout petit peu plus de hauteur ou de distance avec des textes à vocation un petit peu plus théorique qui tentent de faire le point sur où on en est dans la réflexion sur l'évaluation. Nous avions choisi, et le challenge a été tenu, je pense, enfin vous verrez bien, nous avions choisi de centrer sur l'évaluation, alors on disait au début, du point de vue des élèves, c'est-à-dire se demander non pas quelles sont les intentions des enseignants, des évaluateurs, mais comment ceux qui sont les praticiens réels de l'évaluation, les élèves, les parents, perçoivent les résultats de ce travail d'accompagnement, d'évaluation, quelles qu'en soient les formes. Oui, c'est quelque chose qui est constant de toute façon dans les cahiers pédagogiques,
ce balancement, cette oscillation entre d'un côté la recherche, de l'autre côté la pratique, une réflexivité sur la pratique, une réflexivité sur la recherche, et ça fait certainement la richesse de ce cahier, je pense. Et cahier qui commence, de ce dossier qui commence par quelle est donc votre approche de l'évaluation? Un court test que vous pouvez faire au début de la lecture, puis à la fin de la lecture, et qui va vous renseigner si vous avez changé votre vision de l'évaluation après avoir lu ce dossier. Donc, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Sandrine Combler, qui est enseignante spécialisée en 6e, et qui a donc écrit un article qui s'appelle « Dans la salle d'à côté » et qui décrit un dispositif d'accompagnement de la difficulté scolaire, en particulier du rapport à l'évaluation qu'ont certains élèves. Sandrine, quels sont les outils utilisés et comment sont-ils transposables à d'autres situations? Alors, l'accompagnement, d'abord, est rendu possible, d'une part, grâce à l'implication de tous mes collègues et aussi par le choix qui a été fait par l'équipe de direction. Et on s'inscrit également dans un projet CARDI. Donc, l'article que j'ai proposé explique ce fonctionnement en tant que professeur des écoles spécialisées au collège. J'ai plusieurs casquettes. Je ne suis plus uniquement, d'ailleurs, professeur des écoles face à des élèves de SECPA, mais on utilise du coup les compétences d'enseignante spécialisée auprès d'autres élèves. Alors, majoritairement des élèves qu'on a repérés comme étant en difficulté scolaire, qu'elles soient passagères d'ailleurs ou durables, mais aussi pour des élèves en réussite avec des besoins éducatifs particuliers. Je pense notamment au profil d'enfants précoces, donc EIP, HPI, voilà, ces élèves-là. Ce qui semble transposable finalement, c'est l'idée que notre évaluation peut être menée simultanément dans la salle d'à côté par un autre adulte. Donc, en fait, on ne fait pas tous en même temps l'évaluation dans la même salle, mais moi, je prends un groupe d'élèves. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, ces élèves-là ont construit un projet et ils ont des bénéfices, en fait, à se voir proposer une évaluation dans la salle d'à côté parce que ce que j'explique dans l'article, c'est que je vais intervenir vraiment au plus près de la difficulté scolaire et je ne vais pas les laisser aller dans un chemin sur lequel ils vont se perdre. Quand je suis avec ces élèves, mon rôle, ça va être d'abord de les rassurer. On a fait un article dans lequel on parle du duo gagnant émotion-attention. Je vais reformuler les consignes, ça bien évidemment. Et enfin, je vais accompagner l'élève dans sa réflexion et recontextualiser avec l'élève les exercices qui sont demandés en disant, tu te souviens, dans la leçon, on a parlé de ça. Je fais des affichages au tableau également. Donc, cette évaluation, elle n'est plus du tout silencieuse. J'ai un groupe de 3, 4, 5 élèves, mais c'est une évaluation qui est vraiment dynamique. Je vais proposer des outils aussi numériques, donc Plickers. Plickers, c'est ces petites cartes avec ces QR codes qu'on peut flasher pour que les élèves répondent. Ça, c'est assez intéressant parce que ça nous permet d'évaluer dans une situation qui n'est pas une situation d'évaluation fermée, mais une situation d'évaluation en classe. Donc, on est dans le cadre du cours, on vient de terminer quelque chose et tout de suite, on a un feedback sur ce qui vient d'être fait. Et ça, c'est assez important parce que tous les élèves qui vont avoir une série de mauvaises réponses à leurs questions, je leur imprime leur compte-rendu et ils repartent avec la correction faite en classe, avec le rapport de leurs erreurs et ils vont pouvoir retravailler ces erreurs-là. Un dernier outil que je propose, c'est le site Orthophore, qui est un site qui nous permet de travailler la dictée. C'est un outil qui est assez performant, qui nous permet de gérer vraiment efficacement les grandes hétérogénéités des élèves. Alors, mon rôle à moi, c'est d'adapter les textes de mes collègues de collège. Donc, ils vont me proposer un support. Je vais choisir avec eux ce qu'on va évaluer en priorité dans l'orthographe. Par exemple, ça peut être une règle d'accord, un temps particulier. Et tout ça, c'est moi qui le crée pour que mes collègues soient en quelque sorte déchargés de cette lourdeur quand même de préparation. Et on peut évaluer ces élèves vraiment sans les mettre en grande difficulté. Merci. Est-ce que, quel est pardon, tu interviens dans quel cadre en fait? Parce que tu es professeur des écoles, mais en collège. Tu interviens en quelque chose comme un dispositif du style plus de maîtres que de classe, c'est ça ou Alors, c'est un petit peu hybride notre fonctionnement parce qu'avant, je n'étais que enseignante auprès d'élèves de SECPA. Et là, l'établissement m'a déchargée en fait de quelques heures d'enseignement pour que je puisse intervenir. J'ai environ 4 heures par semaine où je peux intervenir en maths avec des élèves de 5e, en histoire, en sciences. J'interviens partout où les besoins se font sentir sur des élèves qu'on sent
au bord du décrochage scolaire, mais dont on sait qu'on peut quand même encore intervenir plus efficacement en étant vraiment derrière eux. Donc, ça fonctionne un peu comme un RASED, si tu veux, au niveau du primaire, mais ça n'emporte pas le nom parce que c'est quelque chose d'hybride. Et c'est pour ça qu'au départ, je dis bien que l'équipe de direction nous a rendu ça possible. Après, si tu permets, une petite chose aussi, c'est que ça peut très bien être un assistant d'éducation qui prend en charge cette évaluation dans la mesure où il travaille avec l'enseignant. Oui, c'est ça. D'où l'intérêt d'avoir une équipe conséquente et qui travaille ensemble, j'imagine. Maëlle Cahan est psychopédagogue. Elle nous parle là de Belgique et il faut bien noter que ce numéro est international également. C'est d'ailleurs souvent le cas. Je suis en train de coordonner avec Jean-Michel Zakartchouk et Aurélie Swang un dossier sur l'école dehors qui sortira en juin et où nous avons vraiment une somme d'articles internationaux qui viennent du Québec, qui viennent de Suisse, qui viennent de Belgique. C'est réjouissant. Donc Maëlle est réalisatrice du podcast Le fond de la classe qui questionne le système éducatif. C'est un épisode par mois qui se distingue par la compétence, évidemment, vous allez vous en rendre compte, mais également par le ton plein de douceur et d'empathie. C'est quelque chose que je vous recommande d'aller écouter. Maëlle, en quoi les finalités derrière les dispositifs d'évaluation peuvent traduire un certain rapport au monde? Évaluer de telle ou telle façon, comme j'ai pu d'ailleurs le décrire en tout début avec mon livreur qui voulait être évalué aussi, n'est pas neutre. Pourquoi est-ce que c'est important de se poser les questions de la finalité de l'évaluation? Oui, alors merci déjà. Alors peut-être d'abord, c'est quoi les finalités de l'éducation? Donc c'est ce qu'on va répondre à la question en vue de quoi j'évalue, quel est mon but, qu'est-ce que je cherche vraiment à obtenir ou à provoquer. Et donc pour assurer une certaine légitimité à notre évaluation, c'est important d'être au clair sur la raison d'être et le pourquoi de notre évaluation, au-delà du eh bien c'est pour avoir une moyenne à mettre dans le bulletin à la fin du trimestre, ce qui est une réalité. Mais l'idée ici, c'est de se demander à la recherche de quoi est-ce que je suis en proposant cette évaluation. Ce qui revient parfois à se demander aussi pour qui est-ce que j'évalue. Est-ce que j'évalue justement pour l'institution qui me demande de mettre des moyennes? Est-ce que j'évalue pour moi qui ai besoin de savoir où en sont mes élèves? Ou est-ce que j'évalue pour eux, pour leur permettre de mieux se connaître, de savoir de quels outils ils ont peut-être besoin pour dépasser certains obstacles? Souvent, en fait, les trois finalités, et puis d'autres encore, sont mélangées. Et donc, il y a beaucoup de pollution finalement qui vient entourer le principal intéressé, l'élève, dans son apprentissage. Donc, c'est important de voir au clair ces finalités pour pouvoir créer des espaces-temps bien différents pour chacune d'entre elles et être transparent avec l'élève sur chacun de ces moments. Et pour en revenir au rapport au monde, c'est aussi important de questionner ces finalités parce qu'elles traduisent une certaine vision de la société et que donc c'est mieux si notre évaluation, nos évaluations peuvent nous permettre de tendre vers la société à laquelle on aspire et non qu'elles soutiennent involontairement un système qu'on aimerait remettre en question. Alors, en quoi est-ce que nos dispositifs d'évaluation traduisent justement un certain rapport au monde? Eh bien, par exemple, la logique d'évaluation qui attribue des notes, classe les élèves, puis qui, en fonction de ces notes, les oriente dans des filières plus ou moins prestigieuses, finalement, elle répond très bien aux finalités du système capitaliste qui met les individus en compétition, qui vise à maintenir une certaine hiérarchie sociale, qui promeut un certain individualisme, etc. Dans ces évaluations qui soutiennent ce type de système-là, on observe rarement des questions, par exemple, qui permettent de développer l'esprit critique, une capacité à coopérer ou à être créatif, par exemple. On cherche à uniformiser les réponses de chacun et à tendre vers une norme, et on mesure ensuite pour chacun cet écart par rapport à la norme qu'on traduit par une note. Tandis qu'une évaluation qui vise à rendre l'élève acteur de sa pensée, en ne demandant pas uniquement des questions de restitution, par exemple, et acteur de sa correction, on aura l'occasion d'en parler plus tard, eh bien, c'est défendre l'idée d'un citoyen actif et critique. Parce que la façon dont on vit notre rapport au savoir à l'école se transforme ensuite, quand on sort de l'école, en notre rapport au travail et aux autres. Et ça, c'est Philippe Pernoud qui en parle dans son livre Le métier d'élève. Alors bien sûr, on n'est pas seul dans sa pratique à décider des finalités et des méthodes pour y parvenir, car on a au-dessus de nous une institution et un système qui peut être influent. Mais en commençant à se poser petit à petit ces questions, on peut tendre vers des évaluations qui sont plus transparentes sur leurs finalités et choisir en fonction des dispositifs d'évaluation qui se rapprochent des finalités plus éthiques socialement et porteuses d'un autre modèle de société que celui qui domine actuellement. Voilà. Merci Maëlle.
Vraiment, c'est un podcast très, très riche. Les articles sont très, très intéressants. C'est vraiment une joie d'entendre cela. Yannick, peut-être, est-ce que tu peux nous parler de ce qui se passe sur le chat où vous pouvez intervenir pour poser des questions Yannick. Oui, sur le chat, pour l'instant, il y a beaucoup d'échanges, de références, de précisions sur les sites qui sont évoqués. Et c'est très bien, il faut continuer ce partage-là en pensant que nous l'enregistrons. Donc, si c'est perdu, si vous n'avez pas le temps dans le fil du chat de noter une référence, vous la retrouverez par la suite sur notre site ou dans la vidéo. Peu d'interventions par ailleurs ou de questionnements. Il y a tout de même une question qui, je pense, était adressée à Sylvie pour le début de son intervention. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet autre mot-là, cet autre concept, évaluation diagnostique? Sylvie? Oui, l'évaluation diagnostique, pour moi, je l'intègre un petit l'évaluation formative, c'est-à-dire de se dire qu'à partir du moment où on a cette évaluation qui est censée réguler les enseignements apprentissages, eh bien, la diagnostic au départ, c'est celle qui va permettre de s'assurer de certains prérequis, de ce que les élèves maîtrisent déjà et des difficultés qu'ils rencontrent pour justement adapter sa mise en route de la séance, de sa séquence à partir de ce premier bilan. C'est vrai qu'on avait tendance dans les formations à identifier diagnostic formatif, sommatif. Je pense qu'on revient un petit peu sur ces termes-là parce que, en fin de compte, c'est un petit peu ce que disait aussi Maëlle, c'est pas si linéaire que ça. Et donc, comme on est sans arrêt en train d'ajuster finalement à l'avancée de l'élève dans son apprentissage, il s'avère qu'on est sans arrêt en train de jouer sur ces niveaux-là. Est-ce que je suis sur un diagnostic pour savoir, voilà, est-ce que je peux aller un petit peu plus loin, donc où ils en sont, ou sommatif pour se dire, bon, allez, ça y est, est-ce que là, ce point-là, on peut l'abandonner, on peut passer à autre chose. Donc, je pense que maintenant, moi, je m'interroge beaucoup plus sur la différence entre formatif et formatrice dans cette idée de rendre l'élève autonome dans son auto-évaluation, dans ses capacités de choix et de prise de décision, parce que Maëlle le dit très bien, ça veut dire que s'il est capable d'évaluer là où il est en réussite, mais là aussi où il a du plaisir, là où il a de l'appétence, etc., on va lui donner les possibilités de s'orienter et de choisir en fonction de ça, et non pas par rapport à une norme. Enfin, je pense qu'on vit encore dans les cours de classe des réflexions du type ah non, mais il a un trop bon niveau, c'est du gâchis, pourquoi il veut aller en lycée professionnel alors qu'il pourrait faire une seconde générale? Voilà, moi, ça me heurte ça, parce que si l'élève a vraiment construit un projet, s'il sait où est son intérêt, son envie, eh bien, c'est ça qui doit primer, quoi. Oui, d'ailleurs, l'avant-propos du dossier est intitulé « Passer du but au moyen ». C'est donc que l'évaluation ne doit pas être une fin en soi, mais bien une partie d'un processus d'apprentissage, Sylvie. Oui, alors, mais dans les deux cas, même si c'est un but ou un moyen, ça fait toujours partie de l'apprentissage. Le tout, c'est de savoir la fonction réelle de l'évaluation. Parce que si l'évaluation est un but, c'est comme si c'était une fin. Voilà. C'est un moment où, au POF, on va poser un jugement qui est souvent cognitif, parce que quand il est question d'orientation, on revient rarement sur les décisions qui sont prises. On voit que les changements de filière sont compliqués dans notre système. Et s'il ne se passe plus rien après, on peut même imaginer que ce qu'on a appris pour l'évaluation, on peut l'oublier. Et c'est un petit peu ce qui se passe lorsqu'on a les élèves qui nous disent ils travaillent pour la note, et puis une fois que le devoir est passé, reset, on oublie. Si maintenant on considère l'évaluation comme étant un moyen, ça veut dire que ça devient qu'une étape. Et à ce moment-là, ça rend possible la progression. Si c'est un moyen, ça veut dire qu'on va pouvoir encore apprendre de l'évaluation. Parce qu'on a besoin d'une évaluation de toute façon, parce que ce n'est pas imaginable d'apprendre sans avoir des balises
qui permettent de savoir où on va et puis comment on y va. Finalement, si on parle d'un chemin, l'évaluation, c'est le regard qu'on va jeter dans le rétroviseur, au panneau sur le bord de la route, au GPS qui est embarqué, aux indices dans le paysage. C'est le passant qu'on va questionner pour être certain d'être bien sur la route. Eh bien, dans l'évaluation formatrice, on vise l'idéal, c'est que l'élève choisisse le chemin, c'est-à-dire qu'il choisisse la direction dans laquelle il va aller et de lui donner les moyens de ce choix. Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'en ai les moyens, la force, l'envie, l'intérêt? Donc, on voit bien que si l'évaluation est but, le risque, c'est que l'élève n'accepte pas de faire des erreurs. Il voudra être rendu au but avant même de partir. Il risque aussi de n'apprendre que pour l'évaluation, comme je disais, oublié. Alors que si c'est un moyen, c'est peut-être une façon de remotiver les apprentissages, de le rendre acteur réellement de son apprentissage et finalement de ses projets de vie, quoi. Parce que comme le disait Maëlle aussi tout à l'heure, on a quand même pas mal de recherches qui renseignent ça, c'est-à-dire que le manque d'estime de soi, le sentiment d'incompétence, il peut être construit, j'allais dire, et visible à l'école, mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'il perdure dans la vie d'adulte. Et c'est ça qui est vraiment très, très inquiétant, quoi. C'est-à-dire que cette reproduction, elle se fait très tôt, parce qu'on s'aperçoit que finalement, la représentation qu'on a de son intelligence, j'allais dire, entre guillemets, considérée comme la capacité de résoudre des problèmes, on en a une représentation à la fin du cycle 3, début du collège. C'est là que se construit. Et cette représentation, on voit bien si elle est très, très négative, ça va être extrêmement compliqué de la faire évoluer après, quoi. Oui, ça revient clairement aussi au propos de Maëlle qui disait qu'il y a une représentation du monde dans cette évaluation et une représentation du monde qui s'inscrit par les succès et les échecs chez les élèves et qui perdure ensuite à l'âge adulte. Isabelle Panier, on aurait bien voulu l'interroger par exemple sur les types d'évaluation psychométrique ou psychoaffective qu'elle peut mettre en place dans le cadre de son métier de psychopédagogue. Je donne deux exemples. Par exemple, Martine Lacour, qui a écrit une thèse sur l'analyse de la pratique, raconte quand elle était en SECPA, un enfant se mettait toujours en colère à chaque fois qu'il fallait résoudre des fractions jusqu'au moment où il a fini par dire « Mon père nous a divisés » en divorçant. Donc, mon père nous a divisés, ou Emmanuel Liani, ça c'est un livre, Emmanuel Liani Plantevin, dont le livre L'instant d'apprendre, qui a été édité et réédité sous deux titres différents aux éditions ESF, qui est un livre magnifique, part d'une anecdote concernant, alors ce qui est une façon d'évaluer le moment d'apprentissage. Un enseignant demande à un élève « Traduis donc la voiture bleue de mon père », donc en anglais, et ce à quoi l'élève répond « Je ne peux pas, je n'ai pas vu mon père depuis 2 ans ». On sent bien là les interactions sociales, psychosociales et qui peuvent intervenir sur l'évaluation. Et ça, je vous recommande 2 livres là-dessus de Daniel Favre, qui, lui, traite ceci d'un point de vue neuroscientifique, on va dire. Il s'appelle « Transformer la violence des élèves », dans laquelle il y a un schéma absolument remarquable, dont je crois Andrea va vous passer le lien, sur les moments de possibilité d'évaluation en fonction du temps qui s'est passé avec la découverte de la chose à apprendre, de la chose nouvelle. Donc, transformer la violence des élèves, c'est chez Duno, et qui a été suivi par un deuxième livre, Cessons de démotiver les élèves, toujours chez Duno, 18 clés pour favoriser l'apprentissage, et qui va reprendre sous la forme de fiches ces problèmes d'évaluation. Est-ce que Yannick, non, je voudrais bien vous faire, alors on va essayer quelque chose de nouveau maintenant. J'aimerais bien toutes les trois vous faire réagir à un dessin que je vais projeter maintenant. Voici le dessin. Est-ce que vous le voyez correctement? Voilà. Est-ce que vous pouvez donc, dites-moi, rassurez-moi que vous voyez bien le dessin. Oui, on le voit très bien. Merci. Comment ça, tu n'as pas révisé ta leçon? 10 qui ressemble à une adolescente ou un adolescent, une adolescente en basket,
pas la peine, je l'apprendrai mieux en corrigeant. Comment est-ce que vous pouvez réagir là-dessus? Qui est-ce qui veut? Sandrine peut-être d'abord ou Maëlle? Moi, je veux bien, mais... Bah, l'une après l'autre. Maëlle, vas-y. Vas-y. Alors, ce dessin, il évoque bien pour moi le fait que l'évaluation, c'est finalement un prétexte pour créer une situation où l'élève va pouvoir comparer ses réponses avec celles qui sont attendues. Or, ce moment d'ajustement entre ce qui a été fait par l'élève et ce qui était attendu, il est généralement compromis, en fait, de par les formes que prennent l'évaluation, et ce, à deux niveaux. Premièrement, parce qu'elle est souvent externalisée, c'est-à-dire que la correction est souvent faite en dehors de la classe. Ce sont les enseignants sur les heures de fourche ou même sur leur temps personnel qui s'en occupent et non pas les élèves. Et ce n'est pas anodin en fait que cette validation elle soit extérieure et tombe comme ça de manière ascendante sur l'élève, parce que si on se met dans la position de l'élève, ça induit que la valeur de notre travail est toujours appréciée par quelqu'un d'autre que nous, et que nous-mêmes, nous apprécions la valeur de notre travail en fonction de l'appréciation de quelqu'un d'autre. Donc finalement, les élèves perdent la capacité à s'auto-évaluer et à apprécier la qualité de leur travail, en dehors évidemment du fait de pouvoir dire si la qualité est suffisante en fonction des exigences de la personne qui les notera. Et encore, ce n'est pas accessible à tout le monde. Or, justement, comme le dit Philippe Mérieux, à quoi sert l'école si ce n'est à permettre aux élèves de développer une exigence envers eux-mêmes et non tributaire d'une personne extérieure? Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point qui fait que le moment d'ajustement est compromis, c'est que la correction, elle est différée. Et donc, pour prendre un exemple très simple, l'enfant qui verse par exemple de l'eau d'une carafe dans un verre voit immédiatement que l'eau coule à côté. Et donc, il peut tout de suite réajuster sa position. Le réajustement, il se fait dans l'instant. Tandis qu'à l'école, les mises en situation d'évaluation, elles sont souvent assez artificielles et le retour direct sur erreur n'est pas possible parce que cette situation se résume à des questions sur une feuille la plupart du temps. Et donc, comme je disais là tout de suite, la feuille quitte souvent la classe pour revenir quelques jours plus tard corrigée. Et donc, tout l'enjeu d'apprentissage est évincé parce que même si on donne le temps à l'élève d'analyser la correction par la suite en classe, il n'est plus dans l'instant où il avait produit le chemin réflexif pour arriver à sa construction et à sa proposition. Et donc, l'aiguillage entre la réponse proposée et celle qui était attendue, l'aiguillage est d'autant plus difficile en fait à actionner. Et donc, c'est tout l'enjeu pour moi, pour que l'apprentissage soit possible au moment de la correction, comme se dit justement dans la petite bulle, c'est de réinvestir la correction dans le temps de la classe et de penser des dispositifs où le retour sur erreur fait partie du moment d'évaluation et est le plus explicite possible. Oui, merci. Je précise, parce que je ne l'ai pas fait, que ces dessins sont du dessinateur James et qu'ils figurent dans les cahiers. On a toujours un dessinateur, il y en a quelques-uns qui travaillent avec nous et qui réagissent à certains articles. Je crois que c'est 8 dessins dans chaque cahier. Sandrine, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, alors moi, je vais peut-être parler d'une anecdote personnelle en classe. Je suis très souvent en co-intervention, du coup. Alors, j'avais participé au cahier pédagogique, c'est déjà 2 numéros, je crois, où j'avais aussi témoigné de cette expérience de co-intervention. Et j'ai un collègue de SVT qui était furieux parce qu'on avait travaillé le tableau en sciences. Et pour lui, les résultats aux évaluations étaient vraiment trop faibles. Et il était très, très en colère. Et je peux le comprendre parce qu'avec le temps qu'on avait mis à travailler et le retour des élèves dans l'évaluation, c'était vraiment quelque chose qui le mettait très très mal. Et je lui ai expliqué ce que vient de dire Maëlle, c'est-à-dire que la correction, elle est différée. En plus, la SVT, c'est la semaine d'après, donc c'est vraiment très très loin de l'évaluation. Et donc du coup, on a proposé un système qui était de corriger avant la nouvelle évaluation. Donc en fait, on avait la correction qui était finalement utile puisque les compétences devaient être réinvesties tout de suite derrière lors d'une deuxième évaluation. Ça nécessite de réduire le temps de la seconde évaluation, bien évidemment, mais au moins les enfants pouvaient retravailler tout de suite ce qu'ils venaient de revoir et il a vu que ça avait des conséquences. Mais faire évoluer ces pratiques d'évaluation, ce n'est pas toujours simple non plus dans les classes. Non, parce qu'on est quand même dans un système qui nous a habitués à beaucoup de choses et qui nous force quand même à reproduire beaucoup de choses. Sylvie, sur ce dessin, toujours ? Oui, mais en y réfléchissant, je me disais, mais en fin de compte, là encore, on a un problème avec les mots, c'est qu'est-ce qu'on entend par correction? Voilà, parce que il y a tellement de manières de considérer cette correction-là. Est-ce que c'est effectivement à la charge de l'élève? Est-ce que c'est quelque chose qui est à la charge uniquement du professeur? Est-ce que c'est sur un temps de travail en classe? Est-ce que c'est un temps qui est relégué à la maison? Quel est le statut du corrigé? Enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment là un objet de professionnel, j'allais dire presque de travail
à faire pour qu'on puisse définir de nouveau cette fonction. Quelle est la fonction de la correction? Moi, je suis en mathématiques et on voit bien que les élèves, ils ont une représentation quelquefois en maths qu'il y a une bonne solution. Alors, évidemment, si en évaluation, je propose un problème qui est ouvert, dans lequel il y a plusieurs procédures, plusieurs réponses possibles, vous voyez comment ça déstabilise les représentations et ça change complètement le statut du corrigé, parce que dans la correction, on n'a pas la réponse. Ce dont on va avoir besoin, c'est comment faire pour trouver une réponse, moins réussir à rentrer dans le problème. Et là où le temps joue énormément, c'est que effectivement, au moment de la correction, ben, on explicite les moyens nécessaires pour réussir. Donc, évidemment, si l'évaluation est un but, ben, vous voyez bien que ces indicateurs nouveaux qu'on a fournis au moment de la correction, ils sont perdus. Alors que si l'évaluation est un moyen et qu'on sait qu'on va réévaluer, eh bien, on va pouvoir apprendre de ces nouvelles explicitations qui quelquefois n'arrivent qu'à ce moment, parce que justement, il n'y a que en se posant finalement sur des exercices un petit peu spécifiques qu'on fait émerger des erreurs ou des représentations fausses qui n'étaient peut-être pas visibles finalement au fil du temps, au fil du travail, quoi. Donc vraiment, sur cette question de la correction, moi, ça me pose plein de questions et ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer de se demander mais à quoi elle sert, quoi. Parce que combien de fois les enseignants disent mais ça sert à rien, là, ce qu'on a fait, la corriger, personne ne suit. Ceux qui avaient bon, ils n'écoutent pas, et puis ceux qui avaient faux, ils prennent trop de temps. Donc voilà. Donc je pense que c'est vraiment un objet à travailler. Oui, la correction en revient souvent à la prise de connaissance de la note finalement. Et j'avoue que regarder toujours avec de façon un peu réjouie les collègues qui, au moment de la fin du trimestre, disent tout haut dans la salle des professeurs, ah zut, je n'ai qu'une note sur un trimestre. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas évalué, mais ça veut dire qu'ils ont fait ils n'ont eu qu'une seule note sur un certain type d'évaluation et que par rapport à la demande institutionnelle qui reste lourde, même si, par exemple, j'ai la chance de travailler dans un collège qui se dirige vers un collège sans notes, la demande institutionnelle reste forte, et parentale également. Et une question que j'ai vu passer dans le chat, peut-être Yannick, tu pourrais nous dire ce qui se passe dans le chat. Oui. Oui, une belle discussion est entamée dans le chat autour des habitudes, on pourrait dire des habitus sur la formation qui sont construits, sur l'évaluation qui sont habitudes qui sont construites dans nos histoires personnelles et collectives d'enseignants. Et on interroge donc dans le chat la part de l'évaluation dans la formation initiale des enseignants, dans leur formation universitaire, dans leur formation dans les SP devenus INSP, où finalement, lesquels ont tendance à reproduire effectivement des modes, disons, traditionnels et sommatifs d'évaluation, à mettre ce que j'ai appelé dans ma propre institution une pression évaluative sur les élèves et les étudiants, qu'ils ont tendance, une fois devenus enseignants, à reproduire dans leur propre pratique. Alors, comment sortir de là? Évidemment, c'est une des questions essentielles qui est posée, avec une des pistes qui est un premier pas de côté que de passer, disent les gens dans le chat, de la note à ou aux compétences. C'est-à-dire passer d'une évaluation qui dirait un résultat définitif à une évaluation qui, à partir de critères, compétences sont une des modalités de la critérisation, donc une évaluation qui, à partir de critères, serait justement, inscrirait cela dans une continuité. Et ça renvoie à une autre question qui est posée également, une autre intervention dans le chat, qui était en filigrane déjà dans les premières interventions et qui apparaît maintenant très clairement, autour de la temporalité, c'est-à-dire ces évaluations qui sont, comme le disait tout de suite Sylvie, qui ferment les moments,
face à une modalité d'évaluation qui est, alors on dirait continue, mais si le mot n'était pas employé pour autre chose, mais une modalité d'évaluation qui, elle, au contraire, ouvre le temps, permet d'inscrire les choses dans des rythmes qui sont adaptés un petit peu à chacun. Ça renvoie toujours à cette question, à cette pression donc des validations et cette urgence de valider, cette urgence de la réussite qu'on retrouve également, on l'a signalé souvent dans les cahiers, sur le site des cahiers notamment, qu'on retrouve également dans la mode, dans l'obsession même on dirait, des évaluations internationales, notamment au CP où, nous l'avons souvent dit, les élèves sont amenés sont évalués sur des choses qu'ils devraient apprendre cette année-là en entrant, histoire de leur dire et de faire la part entre ceux qui sauraient déjà avant d'entrer ce qu'ils doivent savoir et ceux qui ne savent pas, ce qui est une modalité de classement et évidemment pas d'évaluation telle qu'elle est défendue dans notre dossier. Alors je finis là-dessus avec plusieurs interventions disent aussi, bon, alors c'est bien beau tout ça, mais oui, mais comment? C'est la question fondatrice de la pédagogie. Et puis, je vais terminer par une pirouette. À cette question, oui, mais comment? De nombreux articles du dossier proposent des pistes. Alors, précipitez-vous, lisez-le, achetez-le. Ça, c'est le directeur de publication qui termine par cette pirouette. Oui, oui, ça, en fait, il faut quand même bien savoir que les cahiers pédagogiques sont une revue faite par des militants. On a compté très récemment, c'est 70 personnes à peu près qui interviennent pour la réalisation d'un dossier, des auteurs, en passant par les coordinateurs, les directeurs de publication, le délégué, les salariés, la rédactrice en chef, Cécile Blanchard. Enfin voilà, il y a ça aussi derrière les cahiers pédagogiques. Et si nous avons parfois fonction institutionnelle, ce que nous ne sommes pas, puisque nous sommes une revue indépendante, c'est une revue qui doit vivre également. J'aimerais bien, cette question d'évaluation, dans le document préparatoire, donc ce que les inscrits, qui sont nombreux, ont pu poser comme question, une principale, je crois que c'était Sandrine Lemoine, qui est maintenant principale adjointe d'un collège en RED+. Tout semble prêt dans ce collège pour se passer des notes. Donc, elle dit que l'évaluation est bienveillante, adaptée, progressive, mais et je le vois aussi dans mon établissement où on travaille beaucoup par compétences, le logiciel dans lequel nous saisissons les résultats d'évaluation par compétences à la fin du trimestre transforme tout en notes. Et je dois bien vous dire que souvent, je suis très surpris de voir la note attribuée à tel élève, note qui ne correspond pas, à mon sens, à ce que j'aurais mis. Enfin, il y a une distorsion très grande entre la note qui est posée par le logiciel et ce que moi j'aurais mis. Donc ça pose vraiment la question du double affichage des évaluations. Comment s'attaquer à ce problème finalement et rendre lisibles ces résultats dans un collège, sachant qu'il y a aussi comment montrer ces évaluations aux parents d'élèves, par exemple? Est-ce que, Sandrine, peut-être tu pourrais répondre? Oui, bien sûr. Le collège dans lequel j'enseigne est passé en évaluation uniquement par compétences, donc on a totalement abandonné la note depuis déjà plus de 4 ans. En fait, je me suis renseignée depuis 2015 apparemment. Alors, il faut savoir que l'évaluation par compétences s'accompagne forcément d'un travail par compétences. Parce qu'on ne peut pas décider de supprimer la note et de dire j'évalue par compétence. Si on ne travaille pas par compétence, c'est une ineptie, on ne peut pas. Du coup, ce qui est important de se dire, c'est qu'en équipe, il faut vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on va repenser nos cours, comment est-ce qu'on va repenser notre salle de classe, comment est-ce qu'on va repenser tout ça. Parce que vous le dites très bien par rapport aux évaluations et aux logiciels. Les logiciels, ils font de la comptabilité. C'est-à-dire qu'on va prendre des verts, des rouges, des jaunes, et puis on va faire un mixage de tout. On va mixer tout ça, et puis au final, on va s'apercevoir que l'élève, il a 11 de moyenne. Or, comme tu le dis très bien, ça ne vaut pas 11 de moyenne. Donc, c'est un paramétrage qui est très compliqué dans les logiciels. C'est vraiment des heures et des heures de conseils d'enseignement pour se dire que vaut mon vert,
en termes de chiffres, que vaut mon vert plus et que vaut mon rouge. Et moi, c'est des heures de réunion où j'ai été très mal à l'aise parce que très sincèrement, c'est pas ça évaluer par compétence. Très sincèrement, j'entends derrière la pression du lycée, j'entends tout ça. Nous, l'obstacle qui s'est posé en premier lieu, c'est de se dire, mince, nos élèves, quand ils passent dans un parcours sup, quand ils passent au lycée, le logiciel avait créé des fausses notes qui ne correspondaient pas du tout au niveau, mais comme les autres collèges du bassin de notre zone n'étaient pas en compétences, eh bien, on avait des élèves qui n'étaient pas bons parce que les résultats chiffrés étaient mauvais. C'était juste un problème de comptabilisation en fait de ces compétences. Donc il y a vraiment une grosse réflexion à mener. Il faut que certes les équipes soient prêtes, mais il y a aussi un travail avec les parents parce que les parents dans mon établissement ont vite fait d'associer vert plus il a réussi, jaune rouge il a échoué donc mon enfant est mauvais. Or non, une évaluation en jaune, c'est juste un enfant qui n'a pas encore acquis la compétence, qui n'est pas autonome dans cette compétence. Et du coup, on retrouve les mêmes travers de la note quand on bascule juste sur un système de validation par couleur de compétences. Oui, moi j'ai vu dans des écoles maternelles, il y a 15 ans, 20 ans, des évaluations qui ne voulaient plus dire très bien, bien, ou voilà, et qui mettaient un point vert quand c'était vraiment acquis. Je ne sais plus comment elle disait à l'époque, un point rouge quand cela ne l'était pas, et donc en voie d'acquisition. Et c'était immédiatement transformé par les parents et certainement aussi intégré par les enfants de maternelle, comme je sais et je ne sais pas. Et surtout comme c'est bien et c'est pas bien, quoi. Tout de suite une version, une valeur quasi morale sur l'évaluation. Sylvie, tu veux intervenir là-dessus? Rebondir sur ce Oui, qui oui, vient oui, d'être parce dit? que voilà, rebondir sur ce qui est dit aussi dans le chat et avec lequel je suis complètement en accord. On oppose évaluation notée et évaluation par compétence. En fin de compte, ce sont deux choses complètement différentes. Il faut savoir quel est l'objet de l'évaluation et le moyen. La note, c'est une manière de rendre compte d'une évaluation, alors que évaluer par compétence, c'est pas évaluer la même chose, c'est d'évaluer des compétences. C'est l'objet de l'évaluation qui change. C'est pour ça quand Sandrine dit il faut enseigner par compétence, c'est qu'on va pouvoir évaluer ce que l'on aura réellement enseigné. Et j'ai presque envie de dire, on peut très bien évaluer par compétence avec des notes. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est de se dire, si je veux montrer des progrès et si je veux que l'élève puisse tirer une information de ces progrès-là, il faut que je construise une échelle. Or, si cette échelle, c'est une échelle linéaire, que ce soit numérique, que ce soit en couleur, parce qu'on a bien vu les logiciels ont sorti des gammes de verts. Il y a vert foncé, vert clair, jaune, orangé, etc. Et encore pire, les logiciels font des moyennes de couleurs. Donc, un vert clair, vont penser avec un orange pour donner un jaune. Enfin, donc, on arrive à des choses qui sont complètement aberrantes parce qu'on cherche finalement à essayer de caler l'ancien système sur ce qui devrait être un changement radical de conception de l'enseignement. C'est en compétences. Pourquoi? Parce que si on pense en compétences, ça veut dire qu'une compétence va être évaluée tout au long de la scolarité. Et c'est ça qui va pouvoir montrer les progrès. C'est que cette même compétence, dans un contexte différent, de la maternelle à l'université, on va la réévaluer, le contexte va se complexifier et c'est ça qui va tester de progrès. Alors, si bien que moi, j'ai envie de dire à Sandrine que le problème dans les établissements, c'est qu'il faut non seulement dire qu'on supprime note, mais on supprime la moyenne, on change radicalement c'est ça qui va avoir des effets. Parce que si vous avez un bulletin avec des couleurs, mais que le jour du conseil de classe, par exemple, on voit quelle est la couleur moyenne de la classe, on est toujours dans une compétition, on est toujours dans du relatif. Si un enfant reçoit un bulletin avec des couleurs, mais qu'il est complètement rouge, imaginez le stress, il est exactement le même, pire que lorsque vous avez un 0,99 de moyenne en maths, comme j'ai pu le voir sur certains bulletins. Si une moyenne à 2 chiffres pouvait indiquer que ce soit. Oui, 0,99, ça équivaut à noter sur 1000. Tu me dis si je me... Mais c'est comme si on avait une grille d'évaluation sur 1000, ce qui est complètement absurde. Il y a Eric Saillot qui est dans le chat. Je pense, Eric,
que vous écrivez beaucoup dans les cahiers et qui rappelle que des travaux montrent que les notes sont des outils d'évaluation alors que les compétences sont des objets d'enseignement et donc d'évaluation. Mais la compétence est un objet d'évaluation. Yannick, tu veux intervenir là-dessus? Oui, je voulais juste dire qu'effectivement, cette discussion continuait aussi autour de notre appréhension, nos compréhensions et les façons dont les mots sont utilisés, d'une part, compétences, réussite, évaluation, et puis que finalement, on retrouve toujours cette vieille discussion, cette discussion classique qui est au cœur de, je crois, tous nos efforts au CRAP, au cahier pédagogique, entre promouvoir des outils qui nous apparaissent de bons leviers pour changer quelque chose dans l'école, et les compétences en font partie, la réflexion et l'approche par compétences fait partie de ces outils-là, et puis savoir que ce ne sont toujours que des outils au service de telle ou telle conception de l'apprentissage, de telle ou telle conception de ce que c'est que l'éducation, et que c'est bien cette conception de l'éducation que nous essayons de promouvoir plutôt que tel ou tel outil. Ainsi, après tout, moi j'ai connu, et j'en connais encore, des profs qui évaluent de façon géniale tout en mettant des notes, parce qu'ils prennent le temps de discuter, de mettre les choses à plat avec leurs élèves, parce qu'ils ont une philosophie de l'éducation, une philosophie de l'enseignement et de l'apprentissage qui les amène à considérer qu'ils doivent permettre aux élèves de s'émanciper, d'être autonomes dans leurs apprentissages, de s'auto-évaluer, etc. Et puis j'ai vu d'autres gens qui évaluent avec des compétences de façon extrêmement violente finalement, et pas seulement des gens, des institutions aussi, et qui détournent la belle idée d'évaluation ou de travail par les compétences pour en faire un outil d'écrasage au moins aussi violent que les classements et les notes qu'on rencontre ailleurs. Donc, c'est tenir ces deux bouts-là qui est quand même bien notre objectif aux uns et aux autres. Au cahier, on essaie de le faire avec... à chaque numéro, on retente de trouver ces équilibres-là et de rappeler cet équilibre. Et je crois que c'est aussi ce que dit Maëlle largement dans l'article qu'elle nous a donné et dans son podcast par ailleurs. Oui. Yannick, si tu permets, je voudrais rebondir sur ce que disait Sylvie tout à l'heure et du coup ce que tu viens de dire aussi. Cette évaluation par compétence n'a pas du tout enlevé la pression de la note chez nos élèves. Il faut savoir que nos élèves de 6e sont terrorisés parce qu'ils ont eu du rouge, parce qu'ils ont eu du jaune. Ça n'a pas enlevé en fait le problème. On est bien d'accord qu'il va falloir réfléchir à une façon d'engager cette évaluation peut-être par une autre entrée. C'est assez incroyable. Quand on a fait une dernière vie de classe là, avant les vacances, les enfants pleuraient parce qu'ils ont eu du jaune. Et on se dit, mais mince, nous, ça fait des années qu'on est dans l'évaluation par compétences. On a raté quelque chose parce que ce qu'on voulait, c'était améliorer le climat scolaire et ce qu'on voulait, c'était le bien-être de nos élèves. Et on est devant un constat qui est quand même très, très dur à porter. Tout ça montre que ça serait facile, ce métier, s'il suffisait d'appuyer sur un bouton, quoi. On a beau faire les efforts que l'on veut, on se retrouve dans un sujet humain, dans un sujet émouvant, dans un sujet qui réagit aussi avec ce qu'il a vécu dans le cours d'avant, chez lui, etc. Enfin, c'est quelque chose que nous défendons aussi là-dessus. Maëlle, il y a vraiment ce côté utilitariste du bulletin scolaire et comment permettre aux élèves de s'en détacher, de se détacher de la note. Évidemment, on va certainement revenir sur l'évaluation comme un point de vue et un rapport au monde, mais enfin, quand même, quand je vois des élèves, je suis professeur de musique, ça veut dire que je vois les élèves une fois par semaine et je suis vraiment tributaire de ce qui s'est passé à l'heure d'avant. Et je vois des classes arriver dans des états par moments épouvantables et je sais que ça s'est mal passé dans l'heure d'avant et j'ai donc à gérer d'abord ceci, les cours d'avant débordent dans mon cours. Et je ne supporte pas, par exemple, de voir des élèves arriver les uns après les autres parce que la copie est rendue après la sonnerie. Ils ont passé l'heure à corriger et la copie de l'élève est rendue après la sonnerie comme s'il fallait les tenir en disant vous aurez votre note à la fin. Et ça me semble être une pratique d'un autre temps et pourtant c'est quelque chose que je vis tous les ans depuis un certain temps maintenant, le siècle dernier, comme disait je ne sais plus qui tout à l'heure. Donc Maëlle, comment détacher les élèves du côté autoritariste de la note ? Oui, je pense en nous détachant nous-mêmes d'une utilisation des évaluations pour autre chose que pour les accompagner dans leur apprentissage.
Parce qu'en fait, quand l'évaluation est utilisée pour valider l'accès à un futur parcours, quand il y a un enjeu comme ça de destin individuel et que la réussite ou l'échec oriente de manière assez définitive, en fait, il n'y a plus de place pour l'erreur dans l'évaluation et donc pour l'apprentissage. L'enjeu de l'élève ne devient plus d'apprendre, mais de réussir le contrôle, etc. Il travaille pour réussir son contrôle, son année, son diplôme. Il y a un tel enjeu en fait, d'insertion sociale dans les évaluations, la plupart du temps, que l'énergie de l'élève elle est mise sur comment réussir et donc comment écouter l'évaluation, quels sont les critères, quelles sont les affinités, les attentes particulières de l'enseignant, au lieu de prendre ce temps pour développer sa pensée, faire des recherches, bref, se concentrer sur la matière. Donc c'est je pense, un peu tout ça que découle ce rapport utilitariste au savoir et aux évaluations. Et donc, comment s'en détacher? Je pense qu'en tout cas, un des points, ce serait de travailler sur sa posture d'enseignant, parce que ça fait partie du métier d'élève de saisir les attentes de son enseignant, qu'elles soient implicites ou explicites. Et en fait, avoir envie que ses élèves comprennent ou réussissent, c'est assez différent et ça se répercute dans le vocabulaire qu'on va utiliser, dans les attentes, les attitudes qu'on va avoir envers eux. Donc déjà, simplement, en fait, par exemple, quand un élève va venir demander l'approbation ou la validation sur quelque chose qu'il a fait, selon les circonstances, c'est parfois important de lui répondre « Eh bien, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu es content de toi ?» Comme ça, petit à petit, en fait, l'élève se détache justement du rapport utilitariste au travail pour plaire à quelqu'un d'autre et être dans l'attente en fait, d'une validation qui est externe. Et voilà, pour petit à petit, ça rejoint aussi ce que disait Yannick, avec l'intérêt de se concentrer sur ses conceptions au-delà des outils pour revenir à un autre rapport au savoir, quoi. Oui, moi je fais régulièrement danser les élèves en cours. C'est une façon aussi de comprendre ce qui se passe dans la musique, y compris sur une passacca de Bach, des choses comme ceci. Et quand un travail de groupe, qui va donc demander d'incarner la musique, mais aussi de se montrer à l'autre. Et la première question au moment de l'évaluation, parce que ne serait-ce que pour savoir comment ça s'est passé, la première question que je pose systématiquement aux élèves, c'est: est-ce que ça vous a donné du plaisir? Qu'est-ce que vous avez eu comme plaisir pour faire ceci? Est-ce que, y compris, ah monsieur, c'était dur de danser devant les autres, hein, surtout dans une salle de musique où il n'y a pas de scène, etc., où c'est vraiment, ah monsieur, c'était difficile, ou ah c'est drôle, il y a un silence, il nous écoute, il nous regarde, voilà. Et ça fait partie aussi de l'évaluation, le ressenti des uns et des autres. Je vous remercie toutes les trois, tous les quatre qui interviennent avec Yannick et puis tout ce qui se passe sur le chat. Je vous rappelle que vous pouvez enregistrer ce chat individuellement en allant tout en bas. Enfin, moi, je vois ça en bas sur mon écran. Vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus et vous pouvez enregistrer la discussion. Ça se fait très rapidement. C'est un fichier texte qui sera sauvegardé. Et vous aurez toutes les références et la discussion que vous pourrez conserver, parce qu'on ne pourra pas mettre sur la vidéo YouTube l'ensemble de tout ce qui a pu être dit et qui a été manifestement très riche. Le temps passe extrêmement vite. Est-ce que parmi toutes les trois, et puis Yannick également, est-ce qu'il y a un aspect que vous voudriez aborder que nous n'avons pas encore évoqué? Alors, moi, je veux bien juste pour répondre à les interventions que j'ai vues sur le chat. C'est vrai que la difficulté, c'est de faire la part entre les attentes de l'institution, tout ce qui va être parcours envoie les épreuves du baccalauréat, etc. Et moi, je pense qu'une des solutions, c'est de séparer les supports et d'être très explicite avec les élèves. Ils peuvent très bien comprendre qu'il y a une évaluation pour apprendre, et puis il y a une évaluation qui a une autre fonction dans notre société, dans l'institution. Et quand c'est clair pour eux, eh bien, je pense que ça les aide aussi à comprendre l'organisation du système et que ça leur donne des billes pour pouvoir après s'organiser dans ce système-là. En particulier, je ne vois pas pourquoi dans les bulletins trimestriels, s'il y a une note qui apparaît, pourquoi ce serait une moyenne, puisque la moyenne, c'est une catastrophe. Finalement, ça lisse tous les progrès, etc. Donc, on peut très bien s'autoriser à mettre une note qui n'est pas une moyenne. Et ça peut se décider avec l'élève et ensemble de son niveau, de ce qu'on va mettre dans le bulletin. Et sur un document d'orientation comme le prêt ou Parcoursup, etc., avoir une autre option qui indique autre chose.
puisque finalement, la fonction n'est pas la même. Et de séparer les deux, ça me semble vraiment important. Et puis, juste pour répondre à Sandrine par rapport à Sandrine Lemoine sur le chat qui parlait des conseils de classe, c'est vrai qu'il y a vraiment des choses, je pense, du côté des chefs d'établissement pour instaurer pratiquement des chocs pour changer les habitudes. Et en particulier, si vous ne mettez plus dans l'affichage, dans les conseils, les moyennes ou une quelconque comparaison possible, eh bien, vous verrez que forcément, les discussions au niveau du conseil changent parce qu'on ne peut plus s'appuyer sur les mêmes objets. Donc là, je pense qu'il y a vraiment des enjeux forts sur le paramétrage des logiciels, le choix de ce qui va apparaître dans les bulletins, sur quoi on va s'appuyer sur les conseils, et ça peut amener une discussion après dans les équipes intéressantes. Oui, merci, je suis confus. Je viens de voir que vous pouvez enregistrer que si l'hôte, qui est moi-même, et Yannick le permet, et je ne sais pas comment on fait. Voilà, je viens de chercher à l'instant, je ne sais pas comment on fait. Quelqu'un veut réagir, veut dire quelque chose encore parmi toutes les... Maëlle, Sandrine et peut-être Yannick aussi, pour finir rapidement? Non, mais peut-être pour répondre à ta question technique, c'est que pour moi, ça a fonctionné sans doute parce que je suis dans les invités d'avant. Donc, je pourrais partager peut-être le document de la conversation, te le partager par mail pour que tu repartages à tout le monde peut-être. Et puis, je chercherai un moyen de le nettoyer, de le faire figurer peut-être dans un des premiers commentaires de la vidéo qui sera en ligne demain. Quelqu'un d'autre? Il va être temps maintenant de se quitter. C'est très réjouissant de voir autant de monde, puisqu'il y a eu plus de 80 participants à un certain moment qui sont restés. Pardon, j'ai un petit souci d'écran qui fait que je ne vois plus du tout ce que je raconte. Et voilà, bon. Il est donc temps maintenant de clore ce webinaire. Il y a une bibliographie commentée avec des références dans le cahier. Je vous rappelle que nous sommes une revue associative et que c'est le fruit d'un travail conséquent de nombreuses personnes salariées ou militants, que nous traversons, comme beaucoup de structures actuellement de notre taille et petites et même plus grandes, des difficultés financières contre lesquelles nous travaillons d'arrache-pied, et que votre soutien est fondamental. Faites-nous connaître, adhérez, faites adhérer vos établissements, militez, écrivez pour nous parce que nous accompagnons les auteurs si vous voulez écrire, et il suffit juste de commencer. Je vous rappelle que nous avons aussi lancé récemment une souscription, un appel à financement participatif pour refaire un nouveau site, que cette souscription est d'ores et déjà un succès, mais que vous pouvez continuer à nous aider, et que nous allons, si en fonction de la somme finale qui est très importante et ça nous réjouit, par un don même modeste, vous nous aiderez par exemple à retravailler la maquette de la revue, améliorer les fonctionnalités des sites. Le prochain webinaire aura lieu le 9 juin prochain. Il aura pour sujet la créativité, et en juin, donc en mai, il n'y aura pas de webinaire. En mai, le 23 juin, un autre sur le dernier dossier de l'année qui sera enseigner et éduquer en plein air. Ce webinaire sera mis en ligne demain soir, je pense. Je vous souhaite non pas une bonne soirée parce que c'est un webinaire du matin, mais une bonne journée, un bon week-end et même de bonnes vacances à tous ceux, toutes celles qui en ont. Au revoir.